Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Nous allons vous présenter Cléo CM1 et CM2. Pour cela, je reçois l'auteur de la collection Cléo, Antoine Feuté. Bonjour Antoine. Bonjour Annick. Bonjour Antoine, à tous et à toutes. Antoine, tu as été enseignant, maître formateur, directeur d'école. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est de nous présenter Cléo CM1, CM2, c'est de répondre un maximum à vos questions. Donc n'hésitez pas à en poser lors de la présentation d'Antoine Feuté, en sachant que nous avons un petit souci quand même de connexion du côté d'Antoine. Il se peut que de temps en temps il y ait des soucis, mais je te le dirai. D'accord. Donc, je te laisse la main, Antoine. Est-ce que tu veux partager ton écran ou est-ce que tu as une petite introduction avant ça? Dans un instant, je tenais à dire quand même que moi, je ne peux pas voir en direct les questions que vous rédigez dans le chat. Donc, du coup, c'est Annick qui se fera l'intermédiaire de vos questions, le cas échéant. Voilà, je vais démarrer. Avant de passer vraiment au PowerPoint, je vais présenter les deux ouvrages principaux pour CM1 et CM2. Voilà, je vais y arriver. Les manuels. Et chaque manuel est accompagné d'un petit livret aide-mémoire. Le livret aide-mémoire, il est commun au CM1 et au CM2. Ça ne veut pas dire que les CM1 apprennent exactement la même chose que les CM2, mais on a pris ce parti de manière à ce que si les élèves suivent la même méthode entre le CM1 et le CM2, ils conservent la même référence. Et donc pour eux, c'est beaucoup plus pratique d'aller retrouver les informations, les notions, les leçons, les savoirs dont ils ont besoin sur les 2 années, sans avoir à changer d'outils. Ces petits aides-mémoire, vous voyez, qui sont extrêmement fins, mais enfin, il comporte vraiment toutes les notions à acquérir au cours du CM1 et du CM2. On les a détachés du manuel, ça permet de les emmener à la maison de manière très pratique. Les manuels ne sont pas abîmés au fond des cartables et l'aide-mémoire, il fait le lien entre la maison et l'école sans peser trop sur les épaules ou les vertèbres de nos élèves. Voilà, donc je vais lancer mon PowerPoint et donc voilà, j'ai une petite manip à faire pour y arriver. Alors. Pour l'instant, on ne voit pas. Voilà. Ah, ça y est, voilà, parfait. Voilà. Donc, oh là là, il faut que je configure un peu mon écran parce que. Là, on est sur ta slide, comment faire apprendre. Voilà. Voilà. Alors, comment faire apprendre? Vaste programme, vous allez me dire. Je vais essayer de résumer en quelques minutes les principes qui ont été à l'origine de Cléo. J'enseignais à l'époque dans un REP en Lorraine et avec des élèves, bien sûr, avec de nombreuses difficultés, beaucoup d'élèves non francophones de naissance, et puis vous connaissez les difficultés propres au REP. Et à cette époque-là, donc, comme tout un chacun, je cherchais une méthode ou un manuel qui permette qui s'adressait vraiment à mes élèves. La difficulté, c'est que tous les manuels que j'ai trouvés à l'époque à ma disposition, ils partaient d'une activité de découverte, une leçon pour entrer dans une notion. Et donc, le principe de base, c'est que c'était une transmission expositive des savoirs, c'est-à-dire, voilà ce que vous avez à savoir. Alors, d'une manière un peu plus ou moins organisée et pédagogisée, si j'ose dire, mais le savoir était toujours premier. Et puis ensuite, il s'agissait d'appliquer ce savoir, et c'est bien sûr les fameux exercices d'application. Et là,
ce qui était attendu des élèves, c'était qu'ils se saisissent de ce savoir, une notion, une règle, une leçon, et qu'ils la mettent en œuvre au cours d'exercices d'application. Et puis au bout d'un nombre très restreint de séances, 2, 3 séances généralement, eh bien ces savoirs, ils étaient supposés acquis, la compétence était supposée acquise, mais en fait les savoirs n'étaient pas réellement transformés en savoir-faire, et les savoir-faire des élèves, ben, ils ressemblaient un peu à ça, ils étaient flous, ils étaient mal définis, et en quelque sorte, on avait fait, si j'ose dire, ingurgiter des savoirs à des élèves de manière accélérée, sans qu'ils aient vraiment l'occasion et le temps de saisir la portée la portée des savoirs, leur contenu bien sûr, et les procédures, les stratégies à utiliser pour les mettre en œuvre. Et donc, ce que j'ai tenté de faire de manière expérimentale d'abord, et ensuite je l'ai, si on veut théoriser pour créer vraiment Cléo, c'était de renverser l'ordre des étapes de l'apprentissage. Donc, dans Cléo, on part le plus souvent de situation-problème. Et la situation-problème, évidemment, c'est une situation qui pose problème, comme son nom l'indique. Et donc, c'est un peu paradoxal parce que c'est comme si on demandait aux élèves de faire preuve d'un savoir-faire, donc résoudre une tâche, faire une activité, en utilisant des savoirs qu'ils ne possèdent pas encore. En réalité, mettre les élèves face à une situation-problème, c'est d'abord qu'ils aient l'occasion et le temps de se rendre compte que pour résoudre la tâche qui leur est proposée, ils ont besoin d'un savoir-faire et que ce savoir-faire, pour l'instant, ils ne l'ont pas. Donc, première étape, c'est s'apercevoir qu'il nous manque des éléments, il nous manque des procédures, il nous manque des stratégies pour résoudre ce qui nous est demandé. Et la situation, elle est un peu comparable à une situation d'entraînement sportif. Et donc, on va organiser l'entraînement réitéré de procédures, de même qu'on le fait quand on pratique un sport, par exemple pour apprendre à mettre un panier au basket, eh bien, ce n'est pas en apprenant une leçon qu'on l'apprend, mais c'est en s'entraînant, en visant, en ajustant son tir, la force du ballon, etc. Et petit à petit, on prend conscience des paramètres de la réussite de la tâche. Cet entraînement réitéré de procédures, il fait que le savoir-faire qui au départ n'est pas là, eh bien petit à petit, il apparaît, il émerge du brouillard, il devient plus précis, plus net, mieux défini, et de cette manière, eh bien, les élèves, si on leur laisse le temps et si on leur donne l'occasion de s'entraîner à de nombreuses reprises, eh bien, ils acquièrent un savoir-faire qui est de plus en plus précis et net. Et à l'issue de cette démarche, eh bien, c'est seulement à ce moment-là que l'on va institutionnaliser le savoir, autrement dit, où l'on va dégager le savoir hors du contexte des entraînements et eh bien, passer à des définitions, par exemple, à la connaissance d'une catégorie grammaticale, à des savoirs proprement grammaticaux ou orthographiques. Donc, vous voyez que cette manière de faire donne aux élèves le temps de s'entraîner longtemps sur des temps long, le moyen, le long terme, plutôt que d'imaginer qu'il suffit de faire une leçon, de les faire entraîner 1, 2, 3 fois, et puis d'imaginer que tout est acquis. Donc, on est dans une procédure qui est plus réaliste d'acquisition des apprentissages. Donc, on va laisser aux élèves le temps de manipuler la langue et de la manipuler de manière signifiante. Autrement dit, on n'est pas dans des tâches analytiques ou abstraites, on est vraiment dans une manipulation de la langue qui a un sens pour les élèves. Et donc, on va organiser aussi les entraînements sur le moyen ou le long terme, comme je vous le disais. Ça peut aller de 1 mois à plusieurs mois quand on travaille sur des notions qui demandent plus de temps pour
réussir l'assimilation des compétences. Et une des conditions très importantes, et bien sûr, quand on travaille en REP, on est confronté en direct, il n'y a pas de faux semblant avec ceci, c'est qu'il faut mettre les savoirs à la portée des élèves. Excusez-moi. Mettre les savoirs à la portée des élèves, la difficulté, c'est que pour les élèves, et notamment les élèves les plus fragiles, la grammaire, c'est une sorte de 6e dimension où ils se perdent, ils ne comprennent pas de quoi on parle, ils ne comprennent pas les objets de savoir sur lesquels on travaille. Donc, on organise des situations de problème. Ces situations de problème, ils permettent que les élèves prennent conscience qu'il y a un problème avant de leur proposer une réponse ou une résolution de ce problème. Et on leur laisse le temps, et on laisse le temps à tous les élèves, y compris les plus fragiles, de comprendre ce qui est attendu. On leur laisse le temps aussi d'acquérir peu à peu les paramètres pour réussir une tâche. Et on va leur permettre aussi de s'entraîner jusqu'à la réussite de la tâche. Et une fois que la tâche est réussie, eh bien, on va en dégager des principes, des notions, des concepts qui permettent de favoriser l'assimilation des savoirs et des procédures. Alors, je vais rentrer dans quelque chose de plus concret tout de suite. Mais pour résumer cette manière de travailler, c'est un principe que j'emprunte à un ami formateur que vous connaissez sans doute qui s'appelle Patrick Picard. Apprendre en classe un nouveau savoir, eh bien, c'est d'abord faire tous ensemble, donc l'importance du collectif de la classe, du travail commun. On le fait également lentement, on travaille lentement, au départ ça prend du temps. On travaille à haute voix, c'est-à-dire qu'il est important aussi de verbaliser les savoirs et les savoir-faire en cours d'acquisition. Et on fait tout ça en réfléchissant. Oui, c'est un effort, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Et pour arriver peu à peu à ce que chacun parvienne à faire ce qui est demandé, à le faire seul. Ce qu'on arrivait à faire en collectif, peu à peu, on va vers le travail individuel. À le faire rapidement, ce qui prenait beaucoup de temps, peu à peu, en prend beaucoup moins. À le faire dans sa tête, autrement dit, sans passer par une verbalisation des savoirs. C'est ce qu'on appelle l'internalisation des savoirs. Et enfin, ce qui prenait beaucoup d'efforts, de concentration, d'attention, peu à peu, on parvient à le faire sans y penser. Évidemment, ça, c'est le but ultime de l'apprentissage de la langue. Autrement dit, être capable, par exemple, c'est ce que nous, enseignants, sommes capables de faire, eh bien, on a fini notre apprentissage et on parvient à utiliser la langue bien, de manière correcte et satisfaisante, notamment, bien sûr, à l'écrit. Alors, on va passer à une triple page, en fait, du manuel CM1 que vous allez voir apparaître. Il s'agit du chapitre qui s'appelle, vous le voyez, « Je manipule le sujet de la phrase ». Donc, on ne part pas de définition, le sujet est dans la phrase, le groupe qui, etc. Non, on ne part pas de définition, on part de manipulation concrète de la langue et de manipulation signifiante. Chaque chapitre est organisé autour de trois grandes étapes, si on veut. La phase qu'on appelle pour commencer, évidemment, c'est la phase d'introduction, d'entrée en matière, mais ce n'est pas à ce moment-là que l'on propose les savoirs à apprendre. Ici, on propose des savoir-faire à manipuler. Ensuite viendra la phase qui s'appelle pour s'entraîner. Donc, vous voyez par exemple dans ce chapitre, il y a 8 activités qui sont du même format, de la même complexité et qui vont permettre peu à peu que tous les élèves parviennent non seulement à réussir la tâche, mais à comprendre les paramètres de réussite. Alors, regardons plus précisément en quoi consiste ici, dans ce chapitre, la phase qui s'appelle « Pour commencer ». Eh bien, on propose aux élèves de
vérifier en fait le travail d'élèves virtuels qui devaient construire le plus de phrases possible, et on observe leur travail, on regarde si on est d'accord ou pas. Alors, si on prend la première partie, vous voyez, Sarah croise Maxime et Léo tous les matins. Donc là, on s'intéresse autant au sens qui est porté par la phrase que à sa syntaxe, autrement dit, sa correction grammaticale. Deuxième phrase écrite par les élèves, tous les matins croisent Sarah, Maxime et Léo. Là, on voit bien que cette phrase n'est pas grammaticale et qu'il y a un problème. Et puis, tous les matins, Maxime et Léo croisent Sarah. Voilà, par exemple. Donc, les élèves se positionnent par rapport à la correction et au sens des phrases. Et ensuite, eh bien, il va y avoir un temps. Alors, ce premier temps peut se passer en groupe ou de manière individuelle, d'ailleurs, à votre choix. Mais, bien sûr, il y a un temps de mise en commun et on essaye de comprendre pourquoi certaines phrases sont correctes et pourquoi d'autres ne sont pas correctes. Donc, voilà une entrée en matière, par exemple, dans cette notion du sujet de la phrase. Et puis, arrive alors le même jour ou les jours suivants et les semaines suivantes, un grand nombre de séances de la catégorie pour s'entraîner. Ces séances, vous allez le voir, sont très courtes. Les entraînements sont courts. Ils vont prendre de l'ordre 10 ou 15 minutes à chaque fois. Autrement dit, on n'est pas dans un schéma de leçons de grammaire qui vont être très longues et finalement rares, une par semaine. Au contraire, et ça, ce sont les nouveaux programmes qui nous y incitent, qui nous y invitent, c'est de multiplier le nombre de séances. Alors bien sûr, si on fait 4 fois de la grammaire et qu'à chaque fois ça prend 1 heure, donc 4 heures par semaine, là évidemment c'est pas tenable parce qu'on n'aurait pas le temps de tout faire. Mais en revanche, faire 2, 3 ou 4 fois de la grammaire, mais sous des formats beaucoup plus courts, des courts entraînements, un peu à la manière de ce qu'on fait en calcul mental, c'est-à-dire que les élèves sont à la fois beaucoup plus actifs, concentrés, et il n'y a pas de lassitude parce que les séances sont courtes. Et là, vous voyez que le format de l'activité d'entraînement est du même type que celui de l'activité de découverte, et on demande aux élèves d'écrire toutes les phrases possibles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les élèves se rendent compte que, eh bien, il n'y a pas automatiquement plusieurs options possibles. Si on regarde la deuxième série d'étiquettes, on peut écrire « Les élèves de CM1 reçoivent le maire de la commune ». On peut écrire également « Le maire de la commune reçoit les élèves de CM1 ». Donc, vous voyez que quand on fait ce travail-là, on travaille à la fois sur le sens qu'on souhaite donner à la phrase. On travaille bien sûr sur les accords sujet-verbe, mais on ne part pas d'une définition du sujet en tant que tel, une définition qui serait à la fois probablement trop abstraite pour certains élèves et détachée de la réalité de la langue telle qu'ils la comprennent. Et il y a d'autres activités, par exemple, alors si je reviens sur cette page, on a par exemple je ne sais pas si vous voyez bien à l'image, mais dans la deuxième activité, en bas de la page 91, il y a des phrases du style « Les alpinistes rencontrent le journaliste » ou « Le journaliste rencontre les alpinistes ». Là, on s'aperçoit que les deux groupes nominaux peuvent être en position de sujet. En revanche, les alpinistes rencontrent une difficulté imprévue. Là, bien sûr, ça fonctionne, mais l'autre phrase que parfois les élèves produisent, une difficulté imprévue rencontre les alpinistes, ne fonctionne pas. Et vous voyez que là, on travaille sur le concept même de sujet. Et le sujet, effectivement, ne peut pas être n'importe quel groupe. Ici, dans cet exemple particulier, une difficulté imprévue ne peut pas être sujet parce que une difficulté imprévue n'est pas ce qu'on appelle en linguistique un actant, elle ne peut pas agir en tant que sujet. Alors bien sûr, on ne va pas dans ces termes techniques avec les élèves, mais on leur fait sentir que le sujet a une place, une position et un rôle particulier dans la phrase. Et puis, on me pose souvent la question, mais ces activités, effectivement,
elles sont plutôt courtes, hein, vous le voyez. On va les mener sur une échelle d'1 mois, 6 semaines ou 2 mois, donc en les reprenant régulièrement. Mais bien sûr, dans une classe, il y a des élèves qui sont rapides et qui sont performants, qui vont très vite pour réussir la tâche, et d'autres qui sont moins rapides ou moins performants, qui ont besoin de plus de temps. Alors, pour pallier cette différence de rythme entre les élèves, eh bien, il y a une rubrique qui s'appelle « Pour aller plus loin », qui est destinée d'abord, évidemment, aux élèves les plus performants, et on va leur proposer une tâche qui, souvent, ici c'est le cas, implique un peu plus de perspicacité. Par exemple, si vous voyez la première série d'étiquettes, est-ce que les journalistes peuvent accueillir le président à l'Élysée, ou est-ce que c'est plutôt le président qui accueille les journalistes à l'Élysée? Donc là, on voit bien qu'on est à la jonction entre les savoirs grammaticaux et les savoirs plus encyclopédiques, hein, les savoirs sur le monde, et donc ça permet aux élèves eh bien, de travailler d'une manière un peu différente pendant que leurs camarades continuent ou achèvent leur activité principale. Alors, j'ai essayé de vous présenter en un exemple, évidemment, je n'aurai pas le temps de montrer d'autres aujourd'hui. Je vais répondre également à quelques interrogations. On me pose souvent la question de savoir si on peut utiliser Cléo dans un cours double, par exemple un CM1, CM2. Alors, plusieurs éléments de réponse. D'abord, vous avez sous les yeux un extrait d'une programmation commune CM1, CM2, donc qui tient compte du manuel du CM1 et du manuel du CM2. Alors bien sûr, dans chaque classe, il va falloir adapter à la réalité de sa classe, mais en tout cas, il y a une base de travail qui permet d'organiser sa programmation semaine après semaine avec les deux niveaux. Un autre élément de réponse, ça va être d'aller voir, par exemple, je suis en train de rechercher ici, vous avez dans un groupe Facebook qui s'appelle Le Monde de Cléo, auquel vous pouvez bien sûr vous inscrire sans aucune difficulté. Eh bien, il y a beaucoup de collègues qui proposent des ressources. Ici, par exemple, une collègue qui propose pour la période 1 une programmation commune CM1, CM2. Autre exemple, ça va être une autre collègue qui propose, elle, qui partage en fait son emploi du temps et ça lui permet ici d'organiser son emploi du temps pour un CE2, CM1. Vous voyez qu'il y a comme ça pas mal de possibilités d'entraide entre collègues qui utilisent Cléo. Antoine, est-ce que tu peux préciser oui, où peut-on trouver la programmation double niveau sur le site Compagnon? Alors, j'y reviens. Oui, c'est tout à fait ça. La programmation double niveau, vous la trouverez sur le site Compagnon. Donc, si vous allez sur le site de RETS, il y a le site Compagnon qui regroupe en ligne toutes les ressources complémentaires au manuel. Et donc, en particulier, vous trouverez sous l'onglet ou sous le chapitre programmation, une programmation commune CM1, CM2 que vous adapterez à vos besoins propres. Alors, est-ce que je peux quand même aussi, pardon, excuse-moi, rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure? Une enseignante nous fait remarquer que des difficultés ont été rencontrées par les alpinistes. L'exemple que tu donnais tout à l'heure, c'est la forme passive, mais cela fonctionne en tant que sujet. Que répondre aux élèves? S'il y a des élèves qui parviennent à utiliser la forme passive,
j'allais dire, je suis pas trop inquiet pour eux, ils sont sur la bonne voie. Ben il s'agit pas de leur dire que c'est faux, mais en tout cas, ici, on est dans le cadre de la voie active, hein, puisque la voie passive n'est plus au programme, en tout cas du CM2. Donc, si des élèves formulent cette phrase à la voie passive, eh bien, je vais reprendre le concept de Mireille Brigogneau, hein, valoriser, interpréter et poser un écart. Valoriser d'abord, c'est vrai que si des élèves trouvent cette tournure, eh bien, on va valoriser leur réussite. Interpréter, on va peut-être montrer en quoi leur réponse n'est pas tout à fait conforme aux attentes. Moi, en ce qui me concerne, en tout cas, je n'ai jamais eu d'élève qui passe par la voie passive pour réussir à trouver une formulation qui convienne, mais pourquoi pas, bien sûr, hein, c'est pas un problème. Après, je vous dis, c'est plutôt rare quand même, hein. Voilà. Je vais passer, alors, juste une petite manipulation. J'en avais fini sur ce diaporama. Et donc, je vais continuer et vous présenter, je pense que ça ne va pas tarder à arriver sur vos écrans, parce que là, pour l'instant, je n'ai pas la bonne... Bon, il y a beaucoup de retard à l'image. Voilà, on y est. C'est une nouveauté qui va apparaître pour la rentrée de septembre. C'est une version de Cléo CM1 École inclusive. Alors, je vais vous la présenter rapidement. Elle a été conçue, cette version École inclusive, par Joëlle Gardette, qui est la co-autrice de cette version, qui est non seulement éditrice scolaire, mais orthophoniste. Donc, voilà une personne précieuse avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. J'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Alors, l'idée, c'était donc d'adapter Cléo d'abord les CE1 et CE2 hein, qu'on a fait les années précédentes, adapter pour les élèves qui ont des difficultés de l'ordre des troubles 10. Alors, ça peut être dyspraxique, dysgraphique, dyslexique, il y a un peu toutes les possibilités, mais de créer autant que possible une version qui soit adaptée aux élèves avec ces troubles-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie de créer une version pour les élèves 10 et donc qu'on appelle école inclusive, c'est-à-dire justement le concept d'école inclusive, c'est de ne pas stigmatiser, de ne pas mettre à part, mais autant que possible faire travailler les élèves sur les mêmes activités, sur le même nombre d'activités et sur les mêmes savoirs et savoir-faire que leurs camarades. Ces élèves-là n'ont pas de problème de compréhension ou d'intelligence, ils ont surtout des problèmes pratiques d'accès à l'écrit. Alors, voici donc à quoi ressemblera le fichier 10 pour les CM1, qui est en cours de finalisation. L'idée, c'est que le nombre d'activités est identique. Il n'y a pas de différence. Et donc, dans une classe, les élèves, j'allais dire, la majorité des élèves travaillent sur le manuel qui est prévu pour eux. Et pour les élèves qui en ont besoin, la version école inclusive leur permet de travailler au même rythme et sur les mêmes activités que leurs camarades. Alors, tout ce qui a été modifié. Il y a d'abord le fait que pour les élèves qui ont des difficultés d'accès à l'écrit, il faut épurer la mise en page. Et notamment, là où sur une page de manuel, il peut y avoir 2, 3, 4, 5, parfois plus activités différentes, eh bien dans la version
école inclusive, il y a une seule activité par page. Et on a supprimé beaucoup des illustrations. Alors ça peut paraître un peu cruel parce qu'on se dit ben c'est des fichiers donc du coup qui sont moins attrayants. Mais il faut bien garder à l'idée que pour les élèves qui ont des difficultés d'accès à l'écrit, les illustrations et les effets de mise en page sont des distracteurs. Et donc, on les supprime. Une différence très importante également, c'est que adapter, ce n'est pas simplifier, ce n'est pas proposer moins aux élèves qui ont des difficultés. C'est le présenter autrement. En particulier, quand il y a des consignes, excusez-moi, des consignes avec des étapes multiples. Ici, dans cette activité d'entraînement, il y a 4 sous-tâches, 4 étapes de travail. Eh bien, pour les élèves 10, ces 4 étapes de travail sont distinguées et mises sont détaillées dans l'ordre chronologique de leur du fait qu'on va les effectuer. Donc, disons, un meilleur accès aux consignes. D'autres différences, évidemment, ça va être le soin qui est porté à la typographie choisie. Donc, il existe, vous savez, des polices de caractères qui sont spécifiques aux dyslexiques. Ici, le choix a été sur une police qui est courante, qui s'appelle Tahoma, mais qui permet aux élèves dyslexiques comme aux autres de lire tout à fait normalement les activités. Il y a également le fait que on va mettre sur un fond de couleur qui parfois est alterné les éléments de texte. Le fait aussi que on découpe le texte sous forme de clause de sens, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque ligne, on passe à la ligne non pas parce que c'est un nouveau paragraphe, mais parce qu'on est arrivé à une unité de sens. Donc ceci permet aux élèves de prendre en compte les éléments d'information qui sont contenus dans le texte ou dans les phrases de manière beaucoup plus efficace. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de justification des deux côtés des paragraphes. Autrement dit, ce qui peut nous paraître nous plus harmonieux quand on lit le journal, par exemple, le fait que les colonnes de texte soient bien alignées à droite et à gauche, pour les élèves qui ont des difficultés d'accès à l'écrit, il vaut mieux que ce ne soit pas justifié à droite. Là, vous le voyez également, l'alternance des fonds colorés qui permettent aux élèves, là aussi, de mieux se repérer dans l'espace de la phrase, de la page, pardon. Et puis, si besoin, alors, je m'y perds un petit peu, comment ça se fait? Voilà, c'est ça. Si besoin, il existe des versions alternatives des fiches qui sont à télécharger. Et pour les élèves qui sont vraiment en grosse difficulté avec l'écriture, eh bien, il existe des versions, vous voyez, avec des étiquettes à découper en bas de page qui leur permettent de surmonter cet obstacle de l'écriture manuscrite pour vraiment les élèves qui ont cette difficulté spécifique. Il existe également une version oralisée, une version numérique et oralisée des fichiers école inclusive. Ici, ça permet aux élèves qui s'appuient plus sur l'oral que sur l'écrit, eh bien d'avoir accès également aux activités grâce à un ordinateur. Donc, on a essayé de couvrir le maximum de difficultés spécifiques que les élèves peuvent rencontrer dans les troubles du spectre 10.
Les fichiers pour les CE1 et CE2 sont au format cahier d'écolier 1722. Le fichier école inclusive pour les CM1 sera au même format que le manuel. Et donc, les fiches pour les CE1 et CE2 sont arrangées dans un classeur format d'écolier, alors que les fiches qui sont détachables, on peut les prendre une à une dans le fichier pour travailler en dehors du fichier, ce qui est plus simple pour écrire en particulier. Eh bien, une fois que les fiches sont réalisées, on peut les ranger dans un classeur de format standard, format A4. L'aide-mémoire, je vous l'ai présenté tout à l'heure rapidement. Là encore, il y a un aide-mémoire version école inclusive qui lui aussi a une mise en page spécifique. Vous allez en avoir un exemple. Ici, on est sur la leçon sur les types de phrases au CM. Alors, vous ne le voyez pas encore, mais ça va arriver. Voilà. Vous avez à gauche la version standard et à droite une mise en page très spécifique avec des éléments qui permettent aux élèves, là encore, de mieux assimiler leurs leçons à apprendre. Le guide pédagogique, et là aussi c'était un élément qui nous semblait important dans la perspective de l'école inclusive. Le guide pédagogique est le même que vous utilisiez le manuel ou que vous utilisiez le fichier école inclusive, c'est-à-dire que vous n'avez pas à naviguer entre différents guides pour vous aider à préparer vos séances. Donc vous trouvez l'ensemble de ce dont vous avez besoin dans un guide unique. Alors, comme je vous le disais, ce fichier CM1 école inclusive va apparaître pour la rentrée en juillet. Et puis, on aura finalisé cette collection spécifique école inclusive. L'an prochain, en 2022, paraîtra le fichier école inclusive pour les CM2. Voilà, donc ça, pour moi, c'est vrai que c'était un challenge de réussir à créer ces fichiers dans le cadre de la collection Cléo, et je dois dire que c'est également une fierté d'avoir contribué à proposer la première collection scolaire de français qui soit accessible vraiment à un maximum d'élèves. Alors, j'en ai fini pour la présentation, donc on peut repasser Antoine. maintenant. Voilà. Tout à fait. Nous avons de nombreuses questions, justement. Donc, je vais les prendre dans l'ordre. Laurence demande, comment démarrez-vous la séance? Annonce de l'objectif. Les élèves ont des connaissances grammaticales en arrivant au cycle 3. Proposez-vous un moment de verbalisation avant de les mettre en situation problème? Alors, évidemment, alors si on reprend l'exemple, excuse-moi, Annick, oui. Peut-être tu pourrais repasser maintenant sur sur ma caméra, parce que là, je n'ai plus d'éléments à présenter en PowerPoint. Alors, je te laisse faire. Ça y est. Très bien. Alors, je reprends cette question. Oui, bien sûr. On travaille avec le collectif de la classe. Et évidemment, dans une classe, il y a des élèves qui savent déjà ou qui savent presque ou qui ont des éléments de savoir. Ils se souviennent de ce qu'ils ont appris au CE2 ou au CM1 l'année précédente. Et puis d'autres pour lesquels c'est beaucoup plus flou, hein, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc, on va s'appuyer sur les élèves les plus performants, ceux qui ont les meilleures connaissances qui sont déjà là, pour leur faire verbaliser ce qu'ils savent, mais tout en gardant à l'esprit que le fait qu'il y ait 10% ou 15% ou un tiers de la classe qui sache déjà n'est pas une garantie que l'ensemble des élèves sont capables des mêmes performances. Et donc,
l'esprit de la collection Cléo, c'est de toujours travailler en priorité, effectivement, pour les élèves qui ont le plus besoin de nous. Hein, si je reprends l'exemple tout à l'heure des élèves qui sont capables de concevoir des phrases à la voix passive, c'est très bien, on va les féliciter, on va valoriser leur travail, mais c'est vrai que probablement, hein, sauf exception, mais ce ne sont pas des élèves qui ont besoin le plus de nous parmi ceux qui nous sont confiés dans une classe. Donc, on s'appuie sur les connaissances des élèves qui sont les plus agiles, mais on garde toujours à l'idée que l'entraînement, et l'entraînement sur le long terme, il reste souvent nécessaire, et de même qu'un pianiste, par exemple, va continuer à faire des gammes pendant toute sa carrière, hein, eh bien, le fait de s'entraîner régulièrement et de manière prolongée sur des compétences permet vraiment l'internalisation des compétences. Ce qui se passe très souvent, hein, c'est ce qu'on entend dans la cour de récréation, hein, quand on se retrouve entre collègues, hein, c'est je comprends pas, la semaine dernière, on a fait telle ou telle leçon, c'est bien passé, ils avaient tous compris, et puis aujourd'hui, à la dictée, on travaille, enfin, on a réutilisé des connaissances qui semblaient acquises, et puis là, patatrac, ils semblent ne plus rien savoir. En fait, les élèves, ils ont besoin de temps. Et donc, partir d'expériences de manipulation de la langue pour aller vers des savoirs plus abstraits, ça leur permet d'avoir le temps, effectivement, de comprendre la tâche, de comprendre le format, de comprendre ce qu'on attend d'eux, avant de leur faire apprendre une leçon de manière plus abstraite, plus détachée d'un contexte. En revanche, si cette leçon, elle vient en quelque sorte couronner tout un travail de manipulation et d'entraînement, alors il y a beaucoup plus de chances qu'elle fasse écho à des expériences de manipulation et que la leçon soit ancrée dans cette expérience et que donc elle fasse écho à des savoir-faire qui ont déjà été éprouvés par les élèves. Et donc, du coup, cette leçon, elle a plus de sens, elle a plus de chances d'être mémorisée. Donc, bien sûr, on peut s'appuyer sur les élèves les plus performants, d'autant que souvent, eux auront une manière de dire les choses, de verbaliser, qui est différente de ce qu'on trouve dans un livre de grammaire ou dans un aide-mémoire qui contient des leçons. Par exemple, les élèves vont dire de manière très, j'allais dire, basique, j'ai mis un S parce qu'il y en a plusieurs. Mais quand ils disent ça, ils font bien état d'un savoir qui est important, mais c'est à nous, peu à peu, de les aider à préciser les choses. Tu as mis un S parce que il y en a plusieurs, certes, mais quand il y en a plusieurs, ben, en grammaire, ça s'appelle le pluriel. Et qu'est-ce qui a plusieurs, en fait, hein? Est-ce que c'est le nom? Est-ce que c'est l'adjectif? Etc. Donc, petit à petit, on précise les choses, mais sans brûler les étapes et en laissant à tous le temps d'assimiler les éléments de savoir. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Active mon micro, pardon. Voilà. Me voici. Béatrice demande, peut-on proposer un texte commun pour la découverte lorsqu'on a un CM1, CM2, un double niveau? Oui, tout à fait. Alors, j'allais dire, c'est beaucoup plus simple au CM1, CM2 que ça peut l'être au CE1, CE2. CE1, CE2, c'est délicat parce que, par définition, les CE1, ils étaient au CP l'année dernière, donc ils ont souvent des compétences de lecture très fragiles encore. Mais au CM1, CM2, alors je sais bien qu'il y a des exceptions, mais généralement, on peut proposer des activités de découverte communes au CM1 et au CM2, et ensuite compléter ou approfondir avec les CM2 telle ou telle notion, et puis chacun va travailler sur son manuel, sur des activités de CM1 et des activités de CM2. Mais il y a beaucoup de points communs entre le CM1 et le CM2, c'est sûr. Merci Antoine. Anne-Laure qui précise qu'elle utilise Cléo depuis de nombreuses années et que elle constate que certains élèves peuvent, les élèves les plus performants peuvent se lasser
peut-on leur donner plusieurs exercices afin que chacun avance à son rythme? Alors, c'est une option. Moi, c'est quelque chose que je ne préconise pas, si on veut. La difficulté dans une classe, c'est de conserver un collectif, qu'on appelle le collectif apprenant. C'est-à-dire que c'est pas chaque élève individuellement qui est en train d'apprendre telle ou telle notion, mais c'est le collectif de la classe qui réfléchit sur des mêmes questions, qui trouve des solutions, qui apprend des choses. Et cette notion de collectif, elle est très importante parce que sinon, je ne considère pas qu'une classe soit une collection d'individus en quelque sorte, chacun dans sa logique d'apprentissage. Sinon, on change de métier. En fait, on n'est plus professeur, on est plutôt précepteur, c'est-à-dire le maître va s'attacher individuellement à faire progresser chaque élève indépendamment des autres. Alors déjà, la première difficulté, c'est que s'il fallait s'occuper effectivement individuellement de chaque élève selon son niveau de progression à tout moment, ben, ça deviendrait très vite ingérable. Le fait de dire à certains élèves, puisque tu as compris, continue, fais telle ou telle activité supplémentaire, on peut le faire, bien sûr, mais que se passe-t-il à la séance suivante? Si un élève a fait les activités 1, 2, 3 au cours de la première séance, alors que le gros de la classe n'a fait que l'activité numéro 1, à la séance suivante, la classe va faire la numéro 2, et que va faire l'élève qui a pris de l'avance? Donc, pour les élèves qui sont très performants, c'est pour eux d'ailleurs que la rubrique pour aller plus loin a été créée, c'est pour essayer d'équilibrer ces différences de rythme, hein, de leur proposer des tâches qui sont dans le même domaine, mais qui généralement font plus appel à la réflexion, à la perspicacité et parfois aussi des tâches d'écriture, hein, au sens production d'écrit. Donc, il y a aussi le fait que il y a des moments, alors on peut les appeler des moments de correction, mais je préfère appeler ça des moments de mise en commun. Une fois qu'une activité a été effectuée, si tous les élèves ne font pas la même activité, comment fait-on une mise en commun? Comment extrait-on de l'activité qu'on vient faire les savoirs, les savoir-faire qu'on a envie de mettre en relief pour toute la classe? C'est ça la difficulté. Mais là, on est plus dans une difficulté, j'allais dire, d'ordre pédagogique et d'ordre général qu'une difficulté qui est spécifique à la méthode Cléo. Moi, pendant toute ma carrière, j'ai essayé toujours de faire avancer, non pas les élèves tous au même rythme, mais en tout cas de leur faire suivre le même rythme d'apprentissage. Et que les élèves les plus performants aient d'autres tâches qui sont peut-être plus engageantes, hein, qui demandent plus de compétences que pour la moyenne des autres élèves, c'est parfait. Mais les faire aller plus vite que la musique, ça va poser un problème, à mon avis en tout cas, hein, dans la gestion de ces moments collectifs de mise en commun. Alors, qu'a-t-on appris aujourd'hui? Voilà. Et bien sûr, comme tout enseignant, je suis extrêmement, comment dirais-je, individualiste et j'aime travailler de la manière qui me convient. Donc, je n'interdis rien, je n'oblige à rien. Chacun, après, trouve des manières de travailler qui lui conviennent en tant que professionnel. Alors, à l'inverse, effectivement, il y a peut-être beaucoup d'écrits à copier pour les élèves en difficulté dans le passage à l'écrit. Oui, là aussi, alors là, il faudrait se reporter au guide pédagogique parce que je donne des pistes pour essayer de trouver des solutions face au problème de rapidité de l'écrit. Alors là, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue parce que des élèves qui n'ont pas l'habitude d'écrire beaucoup, ils écrivent lentement et ils ont une fatigue aussi, une fatigue du poignet, de la main. Donc, écrire vite, bien, ça s'apprend et ça s'apprend en s'entraînant. Donc, si on part du principe que les élèves les plus lents ou les plus en difficulté pour écrire à la main, eh bien, on va leur donner moins à écrire, eh bien, les écarts vont se creuser. Donc,
tout en disant cela, j'ai été confronté, comme tout enseignant, à des élèves extrêmement lents pour écrire. Alors peut-être que pour eux, justement, le fichier école inclusive sera une solution parce que il y a beaucoup moins à écrire. Parce qu'on sait que les élèves, alors même sans être, j'allais dire diagnostiqué 10, on peut très bien être en difficulté avec l'écriture et donc proposer aux élèves une adaptation des supports, mais c'est les supports qui s'adaptent et ce n'est pas la tâche qui est ni moins longue ni moins difficile. J'espère en tout cas que c'est une option supplémentaire qui permettra effectivement de trouver des solutions pour tous les élèves. Voilà. Caroline qui nous dit que donc tu as présenté tout à l'heure un exemple de notion où 8 exercices sont proposés dans le manuel. Selon toi, combien doit-on en faire avec les élèves avant de les laisser les continuer en autonomie? Ça, c'est très variable d'une classe à l'autre, évidemment. Alors, si je pars de mon expérience personnelle, généralement, j'allais dire, je lâchais les élèves, je les laissais aller vers l'autonomie. D'abord, chacun, finalement, quand il s'y sent prêt. Il y a des élèves que vous êtes encore en train d'expliquer la consigne, qu'est-ce qu'il faut faire, comment réussir, etc., que eux, ils sont déjà en train d'écrire dans leur cahier parce que oui, moi, c'est bon, j'ai compris, j'ai plus besoin d'explications et ils ont envie de s'y mettre. Donc ça, c'est déjà une première différenciation en fait. Hein. Pour d'autres élèves, ben, effectivement, ils ont besoin. Alors parfois, on va faire le numéro 1, numéro 2 totalement en collectif au tableau, hein, si on a la chance, par exemple, d'avoir un vidéoprojecteur. Et puis, on leur demande de refaire ces exercices qu'on vient de faire ensemble ou qu'on a fait la veille, par exemple, et bien de les refaire eux-mêmes sur le cahier, mais cette fois-ci de manière individuelle. Il y a plein de manières de travailler. On peut aussi faire oralement une partie de l'activité, justement si on est confronté à des problèmes de rapidité d'exécution dans l'écriture manuscrite. Donc, on va faire une phrase, 2 phrases, 3 phrases en collectif et au tableau. Et puis, une fois que tout le monde a embrayé, à la fois dans le sens tout le monde a compris ce qu'il y a à faire et tout le monde sait comment s'y prendre, donc a des procédures à sa disposition, alors on laisse les élèves travailler sur le cahier et on leur dit vous commencerez vraiment la partie écrite à partir de telle ou telle phrase ou de tel ou tel point dans l'exercice. Hein. Mais là, je ne peux pas donner comment dirais-je, un conseil général. Dans le guide pédagogique, je donne effectivement différentes options, différentes pistes pour réussir à faire travailler tous les élèves finalement sur les mêmes activités, y compris des élèves pour qui c'est plus compliqué. Un autre conseil que je donne, c'est si vraiment il y a des grosses difficultés de lecture, de déchiffrage chez certains élèves, eh bien, de donner le texte de l'activité du lendemain, de le donner en tant que texte de lecture à préparer à la maison le soir. Et donc, du coup, les grosses difficultés de déchiffrage, de compréhension sont digérées en amont de la séance. Et le jour où on travaille sur le texte, eh bien, on se consacre vraiment à la notion grammaticale, par exemple, qui est en jeu, et non pas à essayer simplement de déchiffrer le texte. Voilà quelques pistes. Hein. Merci. Ingrid qui nous dit qu'elle utilise Cléo en CM1. Sa classe est très hétérogène, comme toutes les classes aujourd'hui. Dans certains exercices, par exemple, accorder le verbe de en CM1. Pour réaliser les exercices, il y a beaucoup d'écriture. Je leur demande donc de n'écrire que le sujet et le verbe. Et ceci est un exercice dans l'exercice pour certains. Y a-t-il un livret exercice en consommable prévu ou dans les ressources? Non, il n'y a pas de livret. En fait, ce qui est demandé, ça serait une forme fichier pour le CM1. Alors, il y a le cahier d'activité. Il y aura. Alors, le cahier d'activité, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Il y a 2 parties dans le cahier d'activité. Il y a une partie, effectivement, qui reprend un certain nombre d'activités de la catégorie pour commencer. Donc, les activités de découverte, ça permet de gagner du temps parce qu'effectivement, là, on est sur un consommable et donc, on les fait directement sur le cahier.
enfin sur le fichier plutôt, hein, et donc ça permet de gagner du temps. Il y a moins de choses à écrire. Du coup, j'en ai un peu perdu le fil de ma réponse. Oui, ça c'est pour la première partie du cahier d'activité. Et l'autre partie du cahier d'activité, ce sont des activités de production d'écrit, des ateliers d'écriture. Donc, il y a à peu près un tiers qui concerne les activités pour commencer et 2 tiers de la pagination qui travaillent sur des productions d'écrits. Donc ça peut être une option, effectivement. Une autre option pour des élèves qui seraient vraiment en difficulté avec l'écriture manuscrite, c'est effectivement d'utiliser, à partir de la rentrée prochaine, le fichier écriture inclusive. Mais on n'a pas prévu de créer un fichier, l'équivalent de ce qui existe d'ailleurs pour les CE1 et CE2, le fichier consommable qui reprendrait le manuel pratiquement tel quel. Voilà. Du coup, Philippe nous demande de parler un instant des cahiers d'activité qui s'ajoutent au manuel. Est-ce que les exercices sont-ils les mêmes que ceux du manuel, ou d'autres formes? Alors, ils sont, comme je viens de le dire, alors je vais prendre qu'est-ce que je vais prendre excusez-moi, par exemple, je vais essayer de vous présenter ça du mieux que je peux. Oh là là, c'est difficile. Voilà, ici on est sur la ponctuation, hein, le chapitre sur la ponctuation. Par exemple, cette activité-là, elle existe, l'activité pour commencer, elle existe sous une forme consommable dans le cahier d'activité. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus simple de la mener parce que on ouvre le cahier et on est prêt à travailler. Il n'y a pas d'autre préparation que ça. Mais ça, comme je le disais, ça représente un tiers, plus ou moins un tiers de la pagination. Hein. Donc, ça vous permet d'animer les séances de découverte d'une manière, disons, facilitée, avec des supports qui sont prêts à l'emploi. Et les 2 autres tiers ne sont pas des activités à proprement parler de grammaire ou d'orthographe ou autour du lexique, ce sont des activités d'écriture, donc des ateliers d'écriture de format plutôt court et qui permettent d'avoir une banque d'activités directement utilisables pour faire écrire les élèves au fil de l'année. Donc le cahier d'activités est une proposition complémentaire au manuel plutôt qu'une redite, si on veut, par rapport au manuel. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Tout à fait. Antoine, on me demande, est-ce que le manuel Cléo peut aider à préparer les apprenants à prendre part aux épreuves du DELF Prime? Alors, je suis désolée, mais je ne suis pas. Alors, tu dois connaître. Alors oui, le DELF, c'est un diplôme de français langue étrangère ou langue seconde. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Après, est-ce que c'est le meilleur support pour faire du français langue étrangère? Je suis peut-être pas le mieux placé pour le dire. En tout cas, sachez par exemple que le secteur scolaire de Lafayette en Louisiane, qui a un programme d'immersion française depuis de longues années, utilise Cléo pour les élèves donc américains qui sont en classe d'immersion française. Donc ces petits Américains, ils peuvent avoir un héritage, si on veut, francophone, mais généralement, il n'y a personne qui parle le français dans leur famille. Et ils utilisent Cléo entre le 2e et le 6e grade, donc ça correspond entre le CE1 et la 6e. Donc là, on est bien dans le cadre d'un apprentissage du français langue étrangère et le support, c'est Cléo. Voilà, si ça peut donner un élément d'information. Une autre question, Valérie. Si les exercices d'entraînement sont toujours du même type, les élèves ne sont-ils pas un peu perdus si les exercices changent par la suite? Alors, je vais retourner la question. En fait, moi, une des parce que c'est vrai que ce principe d'avoir
une série d'exercices du même format, de même complexité. C'est pas de plus en plus dur au fur et à mesure qu'on avance dans les activités. Mais si on retourne la proposition et qu'on part en fait de ce qui est la norme dans les manuels scolaires, c'est-à-dire que autour d'un sujet, imaginons l'accord de l'adjectif, on va avoir 8, 10, 12 exercices qui suivent la séance de découverte. Et ces 8 ou 10 ou 12 exercices sont tous de formats différents. Autrement dit, et là encore, je pense en priorité aux élèves les plus en difficulté avec les apprentissages, si on se met à leur place, ils sont confrontés à chaque nouvel exercice, à une nouvelle consigne, un nouveau format d'activité, des nouvelles exigences et en plus, généralement, vous savez, dans les manuels, on voit souvent c'est des exercices 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, il y a 3 degrés de difficulté, comme si finalement on cherchait symboliquement à faire échouer les élèves. C'est-à-dire, ah, tu as réussi le premier, bravo, tu vas faire le deuxième. Ah, tu as réussi le deuxième, bravo. Maintenant, on va faire le troisième, jusqu'à finalement trouver leur point d'incompétence. Alors moi, je ne crois pas du tout dans cette manière de faire. Ce que j'ai, disons, ce dont je peux témoigner au cours de ma carrière, c'est que les élèves qui sont soumis à des types d'activités, des formats d'activités, des consignes, où tout change d'un exercice à l'autre, eh bien, ils n'ont jamais le temps réellement de se consacrer complètement à la tâche qu'ils auraient proposée. C'est-à-dire que leur attention, leur énergie, elle est d'abord dirigée vers mais qu'est-ce qu'on me demande de faire? De quoi il s'agit? Et ensuite seulement, et malheureusement pour les élèves les plus fragiles, ben ça n'a pas le temps j'allais dire, d'infuser, eh bien ils essayent de faire l'activité et très souvent ils sont en échec. Ben, tu n'as pas réussi le premier, ben on va faire le deuxième. Et puis le deuxième, ils ne le réussissent pas non plus. Ah, c'est un peu caricatural. Mais cette idée de conforter une compétence à partir d'une activité, effectivement, dont le format est structuré et régulier, eh bien, ça permet à tous les élèves vraiment de saisir les enjeux de l'activité. Et si ce n'est pas compris du premier ou deuxième ou troisième coup, ben, petit à petit, ils sont de plus en plus performants. Et donc, c'est vraiment une pédagogie qui est axée sur la réussite de tous et sur la mise à disposition des savoirs et des compétences d'un maximum d'élèves. Alors, je sais que ça va un peu à l'encontre de notre culture pédagogique, de ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'est une spécificité de Cléo. Alors, ceci dit, par exemple, si je reprends le chapitre sur je manipule le sujet que je vous ai présenté tout à l'heure un peu de manière détaillée. Alors d'abord, il y a deux chapitres avec deux types d'activités qui s'appellent je manipule le sujet, numéro 1, numéro 2. Et puis il y a d'autres, bien sûr, d'autres chapitres au cours desquels on travaille sur l'accord sujet-verbe, sur les particularités des sujets complexes, des sujets inversés, etc., etc. Autrement dit, on ne peut pas dire qu'on va travailler sur le sujet dans cette année de CM1 sur un seul type d'activité tout au long de l'année. Il y a un chapitre pendant lequel on garde le même type d'activité, mais il y aura au moins 3, 4, 5 types d'activités qui vont se compléter et qui vont passer comment dirais-je, sur lesquels on va travailler tout au long de l'année. Donc, ça ne veut pas dire que les élèves ne seront habitués finalement, par exemple, à reconnaître le sujet que autour d'un seul format d'exercice. Mais en tout cas, tant qu'on travaille sur ce chapitre, eh bien, effectivement, on travaille sur un format spécifique qui est stabilisé. Voilà. Antoine, une question concernant l'évaluation. Doit-on proposer une activité supplémentaire pour évaluer, utiliser le dernier exercice ou bien favoriser l'évaluation continue? Alors, j'allais dire que les trois, en général, on peut effectivement, c'est trois options qui sont possibles. Et là encore, je ne dis pas qu'il y a une meilleure ou une moins bonne manière de faire.
je crois que chaque enseignant doit faire selon la manière dont il va être le plus, qui sera pour lui ou pour elle la plus confortable. Pour ma part, ce que je propose, j'allais dire de manière standard, c'est effectivement que quand on arrive à la dernière activité d'un chapitre, eh bien, on peut mesurer les progrès de l'élève. On peut savoir si effectivement il parvient ou pas à résoudre la tâche qui lui est proposée. Et on peut voir également s'il y a eu des progrès significatifs entre, par exemple, le numéro 1 qu'on a fait il y a 2 mois et le numéro 8 qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc, ça permet effectivement d'évaluer de manière continue les progrès des élèves et surtout de ne jamais les piéger puisque, par définition, effectivement, le numéro 8 de la série, il a le même format et les mêmes consignes que le numéro 1. Donc, c'est une sorte, c'est ce que, je cherche son nom, un professeur de maths a théorisé, je crois qu'il s'appelle Antibi, c'est l'élimination de la constante macabre. Ce qu'il appelle la constante macabre, c'est qu'effectivement, on est dans un système, et c'est particulièrement vrai en France, où on a toujours l'impression qu'on essaye de piéger les élèves. C'est-à-dire, ah, tu as réussi à faire quelque chose, mais le jour de l'examen, tu vas avoir quelque chose qui va te surprendre, sur lequel tu ne sauras pas comment réagir. Non, un contrat de confiance en éducation, c'est aussi ça. Voilà ce que je suis en train d'apprendre, enfin de t'apprendre à faire. Et je vais te laisser le temps, tu auras le temps de t'entraîner. Mais en revanche, je peux me montrer exigeant à l'issue de la période d'entraînement parce que tu as eu à la fois le temps, tu as eu un format d'activité qui ne te piège pas, et donc tu as tout dans tes mains pour progresser. Donc, première option, moi c'est celle que je décris dans les guides pédagogiques, c'est effectivement de considérer la dernière activité d'une série comme une activité d'évaluation. Ça a aussi un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de période d'évaluation parce qu'évidemment, les chapitres ne commencent pas et ne terminent pas tous en même temps. Et donc, eh bien, au fil de l'année, chaque fois qu'on termine un chapitre, eh bien, on a une activité qui est considérée d'évaluation. Il y a d'autres collègues qui préfèrent avoir, par exemple, un cahier ou, disons, des supports à part, un dossier d'évaluation. Et là, ben, une option possible, c'est simplement de faire une photocopie du dernier ou une remise en page de la dernière activité et de la faire sur un support qui est un peu différent du manuel. Et enfin, dernière option, c'est effectivement de proposer des activités supplémentaires. Alors, elles ne sont pas prévues d'emblée dans la méthode, mais de créer quelques phrases qui permettent d'évaluer la compétence qu'on souhaite évaluer. Voilà finalement les différentes options possibles. Il existe aussi un livret qu'on peut trouver aussi sur le site Compagnon et qui permet d'imprimer un petit livret qui recense sous forme de pourcentage la réussite à toutes les activités du manuel. Et donc, les élèves font un petit graphique au fur et à mesure. Et par exemple, ils vont démarrer avec 50% de réussite, puis 60%, puis 90%. Et donc, ils peuvent se voir progresser. Les parents aussi peuvent les voir progresser. Et on s'aperçoit que apprendre et réussir, ben, ça prend du temps et ça demande de l'entraînement. Voilà, c'est vraiment la base de la méthode. Béatrice qui demande comment faire la mise en commun si on a un double niveau. Si on fait la correction pour chaque niveau, le risque est de manquer de temps. Alors, j'ai précisé à Béatrice effectivement qu'il y avait de nombreuses propositions et partages sur le groupe Facebook, Le Monde de Cléo, mais peut-être que tu as une autre réponse à apporter. Alors, j'allais dire qu'on travaille avec Cléo, avec n'importe quelle autre méthode, la problématique du double niveau, voire du triple niveau est toujours présente. Et effectivement, il faut réussir, par exemple, à décaler le temps d'entraînement des élèves. Par exemple, quand une partie de la classe va être
je sais pas moi, en résolution de problèmes, l'autre sera sur une activité de grammaire, et donc on essaie de dégager du temps pour chacun des niveaux à des moments différents, parce qu'effectivement, si tout est en barrette, hein, comme on dit, eh bien, ça pose problème, parce que effectivement, si on a 2 ou 3 niveaux qui ont fini leur activité en même temps et qu'il faut faire la mise en commun au même moment pour les 3 niveaux, ça devient, c'est pas gérable, quoi. Donc, il faut trouver des astuces comme ça où on décale les séances dans le temps, hein, organiser son emploi du temps de manière un petit peu différenciée d'un niveau à l'autre pour permettre d'avoir du temps à la fois pour le démarrage de la séance et la conclusion de la séance. Oui. Peut-être une dernière question. Que conseillez-vous pour les dictées en CE2, CM1? Alors, au CM1, vous trouverez dans les guides pédagogiques, il y a des propositions de dictées. Une dictée hebdomadaire avec une préparation qui s'étale généralement sur la semaine. Ce qui est fait régulièrement aussi, c'est que on va faire une dictée. Alors là, c'est pareil, vous ne le trouverez pas forcément prêt à l'emploi dans Cléo, mais il y a beaucoup de propositions de dictée où les CE2, par exemple, s'arrêtent 2 ou 3 phrases avant les CM1. Donc, ils ont une dictée qui est plus courte et le début de la dictée est généralement plus simple que la fin. On peut aussi faire la dictée, la même dictée, une dictée en commun pour les CE2 et CM1, mais avec des degrés d'exigence différents. C'est-à-dire que, imaginons un CE2 qui fait une erreur entre un participe passé, un infinitif en ER et qui ne l'a pas encore étudié, ben c'est une erreur qui n'a pas la même importance, si on veut, que pour les CM1 qui, eux, par exemple, viennent d'étudier la différence entre participe passé et infinitif. Donc là, effectivement, c'est à chaque collègue de trouver des manières de faire qui lui conviennent. Très bien, merci Antoine. Je pense qu'on a répondu à toutes vos questions. Si j'ai oublié personne, alors c'est vrai que je ne les ai pas toutes posées individuellement dans la mesure où tu apportes des réponses aussi au fur et à mesure. Peut-être avant de vous laisser, je voulais partager un PowerPoint qui rappelle aux enseignants, pardon, est-ce qu'on le voit? Je pense. Voilà, un PowerPoint effectivement Excuse-moi, pour je ne t'ai rappeler. pas entendu, ça avait coupé. Pardon. Un PowerPoint en fait que vous devez voir là sur mon écran, qui rappelle effectivement le manuel CM1 avec son cahier d'activité. Puis la version inclusive que Antoine a montré tout à l'heure avec l'aide-mémoire grand format. Puis le Cléo CM2, là aussi vous avez un manuel, l'aide-mémoire qui est inclus dans le manuel, plus le cahier d'activité. Et puis pour information, si vous allez sur le site RETS, vous avez un feuilletage complet du fichier. Vous avez la possibilité de commander l'ouvrage avec un forfait de mise à disposition de 5 € pour un exemplaire pour consultation, pardon. Et puis vous avez également la présentation de l'ensemble du dispositif. Et puis enfin, comme on l'a souvent dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller sur le site compagnon, vous trouvez pas mal de ressources complémentaires au fichier et au manuel, tout niveau confondu. Et puis le groupe Facebook, et effectivement, il vaut mieux avoir Facebook pour pouvoir accéder au groupe. Et il est quand même très très riche, effectivement, ce groupe. Il y a beaucoup d'échanges de la part des enseignants. Oui, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de questions qui trouvent leur solution vraiment par des échanges entre enseignants. Moi, il m'arrive de
contribuer, d'apporter des éléments de réponse. Mais ce que je trouve vraiment super, c'est effectivement cette mutualisation des pratiques. Face à une difficulté dans sa classe, ben, on pose une question et des collègues vous répondent et vous indiquent, ben, moi je fais comme ceci, moi je fais comme cela. Donc c'est vraiment une ressource complémentaire très très précieuse. Alors peut-être une dernière question, excuse-moi Antoine, il y a une enseignante qui voudrait des précisions. Elle avait envoyé une question sur le calcul du pourcentage assez compliqué pour certains exercices. Et de même, comment rendre les élèves autonomes dans cette évaluation? Alors, deux éléments. Donc, pour le calcul du pourcentage, là, c'est également une proposition que je fais, c'est-à-dire de ne pas donner de notes, ni sur 10 ni sur 20, mais de donner un pourcentage de réussite. Donc, par exemple, à tel exercice, tu as 50% de réussite. Donc, plutôt que d'insister sur, j'allais dire, le verre à moitié vide, on insiste plutôt sur le verre à moitié plein, c'est-à-dire voilà où tu en es et voilà ce que j'attends comme progression. Il y a également un outil qui s'appelle le Score-O-Matic qui permet effectivement, imaginons qu'il y ait évidemment, s'il y a 10 éléments à évaluer dans un exercice, ben c'est facile, le pourcentage, ça va de 10% en 10%. Mais sinon, le Score-O-Matic permet, imaginons qu'il y ait, par exemple, 17 éléments de validation pris en compte dans un exercice. 17 pour transformer ça en pourcentage, c'est pas évident. Donc là, tout est prêt, c'est une réglette. Hein, c'est comme une règle à calcul, en fait. Vous réglez ça sur 17 et vous avez en face nombre d'erreurs d'un côté et pourcentage de réussite de l'autre. Donc, c'est assez simple. Après, il n'y a pas non plus besoin d'être, j'allais dire, plus royaliste que le roi. Parfois, on corrige, j'allais dire, un petit peu, on estime la réussite sans avoir à faire des calculs extrêmement compliqués. Et puis chaque enseignant est libre lui aussi, là encore, si vous estimez que telle ou telle erreur n'est pas à sanctionner de la même manière que telle autre parce que les élèves n'ont encore pas appris telle ou telle notion, bah c'est à vous en fait de déterminer les éléments que vous souhaitez prendre en compte dans l'évaluation. Donc voilà, vous trouverez ça, tout est dans le guide pédagogique. Merci beaucoup Antoine, pardon. Merci. Ben là, cette fois-ci, je crois que nous avons répondu à la dernière question. Donc, merci Eh bien, Antoine. tant mieux. Merci à tous les enseignants d'avoir participé à ce webinaire. Antoine, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Et ben pour conclure, je vous souhaite, j'allais dire une bonne préparation de rentrée, mais d'abord peut-être une bonne fin d'année, de bonnes vacances et ensuite repartir sur un bon pied pour l'année prochaine. Et puis n'hésitez pas effectivement à user et abuser du groupe Facebook. C'est là que se résolvent finalement beaucoup de questions ou de problèmes d'organisation dans la classe avec Cléo. Voilà. Tout à fait. Au revoir à tous Merci. et bonne journée. Merci. Bonne journée à tous et merci. Au revoir.